Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Marc Antonini, qui est directeur de recherche au laboratoire I3S depuis un certain nombre d'années. Pas mal d'années, ouais. Voilà, qui est aussi le responsable du PEPR Molecule Archive. Et aujourd'hui, il va nous parler de stockage de données sur ADN. Sur ADN synthétique. Sur ADN synthétique, c'est important. Très bien. Donc, bien, merci de m'avoir invité à ce séminaire, en fait, la série séminaire Forum Numérica. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter un travail sur le stockage de données sur ADN synthétique. Ça sera un overview, en fait, de ce qu'on peut faire dans ce domaine, donc avec des avancées technologiques et puis les challenges, en fait, auxquels on doit faire face. Alors, je voulais commencer, en fait, cette présentation par une image, en fait, qui correspond au premier disque dur de l'histoire, en fait, qui est un disque dur d'IBM qui a été créé en 1957. Donc, c'est un disque dur qui pesait 1 tonne et qui permettait de stocker, à l'époque, 5 mégaoctets de données. Donc, 5 mégaoctets de données, c'est à peu près une image de ce type-là. C'est une image que vous avez sur vos smartphones, en fait, à peu près. Donc, sachant que sur votre smartphone, vous en avez plusieurs dizaines de milliers de ce type. Donc, ici, on est sur voilà, il faudrait plusieurs dizaines de milliers de disques durs de ce type-là pour stocker ce que vous avez sur votre smartphone. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, le coût, en fait, du stockage, c'était 10 000 $ un mégaoctet. Alors, ça se louait, en fait. Donc, voilà, si on voulait stocker une image de 5 mégaoctets, ça coûtait 50 000 $. Alors, évidemment, aujourd'hui, les choses ont évolué. Et dans les data centers, dans nos centres de données, on stocke l'information sur des systèmes qui sont beaucoup plus compacts, donc comme par exemple ces bandes magnétiques, donc c'est une LTO. Alors ça peut stocker plusieurs téraoctets, donc en général on va aujourd'hui sur des bandes à 20 téraoctets. Donc dans une bande comme ça, on peut mettre plusieurs millions de disques durs de ce type-là. Donc ça c'est l'état de l'art aujourd'hui. Donc l'archivage en fait de données dans les data centers, voilà, on est sur ce type de support. Et nous, ce qu'on fait, en fait, aujourd'hui, on va sur des supports qui sont encore beaucoup plus compacts. Donc, je sais pas, je vais vous montrer à la caméra, je ne sais pas si ça se voit réellement. Donc, c'est une petite capsule ici. Cette capsule qui est en acier inoxydable, donc qui est scellée au laser, contient à l'intérieur de l'ADN déshydraté, donc mis à l'abri de la lumière, de l'oxygène et de l'eau. Et dans cette capsule-là, je pourrais stocker l'équivalent de plusieurs dizaines de milliers de cartouches comme ça, et donc de plusieurs milliards de disques durs comme ça. Et théoriquement, une cartouche de ce type-là, enfin une cartouche, 1 gramme d'ADN peut stocker de l'ordre de 200 pétaoctets de données, ce qui veut dire que dans cette capsule, je pourrais mettre à minima un data center complet en termes de stockage. Donc en fait, l'idée, voilà, c'est d'aller aujourd'hui vers des systèmes de stockage, d'archivage qui sont... Enfin, j'ai énoncé ici un peu les caractéristiques qu'on recherche, qui sont très compactes, c'est-à-dire, on sait qu'aujourd'hui, le data center, c'est une emprise au sol qui est grande, on en construit de plus en plus, donc c'est quelque chose qui est donc pas vraiment, qui est plus supportable, je dirais, en tout cas pour les générations futures. Des supports qui sont pérennes, puisqu'on sait que l'ADN, on sait séquencer de l'ADN qui est vieux de plusieurs centaines de milliers d'années, voire millions d'années, puisqu'on a réussi à séquencer l'ADN d'un mammouth vieux de plus d'1 million d'années. Donc, on sait que s'il est conservé dans des conditions favorables, eh bien, on peut retrouver, le relire, donc retrouver l'information. Et c'est quelque chose qui est, alors contrairement, j'y reviendrai après, contrairement au disque dur, aux bandes magnétiques, puisque il y a un problème de pérennité en fait du support dans le temps, et est-ce que la bande magnétique existera encore dans 10, 20 ou 30 ans? Et c'est quelque chose surtout très intéressant, quelque chose de très intéressant, c'est que c'est un support qui est respectueux de l'environnement, c'est-à-dire une fois qu'il a été synthétisé et stocké dans des conditions favorables, et notamment par exemple dans ces capsules-là, eh bien il n'y a plus besoin de consommation énergétique en fait pour le conserver. Et donc on peut le conserver dans un tiroir à température ambiante, et il n'y a plus de conservation, il n'y a plus de libération, en fait, il n'y a plus de nécessité d'utiliser l'énergie. Contrairement au data center, où en permanence, il y a de l'électricité qui est utilisée d'une part pour refroidir le data center, pour activer les disques ou les bandes magnétiques, mais surtout pour migrer la donnée. La plus grosse consommation, c'est la migration de la donnée, c'est-à-dire que les disques durs et les bandes magnétiques n'étant pas pérennes, il faut en fait régulièrement, puis on sait qu'un disque dur, c'est une durée de vie de 5 ans par exemple, eh bien 5-10 ans, donc chaque 5 ans, on est obligé de
de réécrire en fait le disque dur, de le migrer pour éviter en fait que l'on perde l'information, que le disque dur crache. Donc ça, c'est des problèmes énergétiques, des problèmes de transmission, en fait, de données à risque de perdre la donnée. Et derrière, il va y avoir des problèmes de recyclage en fait des vieux disques durs ou des vieilles bandes magnétiques en fait qu'on n'utilise pas. Donc alors ça c'est le bon côté de la chose, hein. Je dirais aujourd'hui, ce qui fait qu'on n'est pas capable de passer à l'échelle encore pour le stockage sur ADN, c'est les vitesses en fait de lecture et d'écriture qui sont très lentes aujourd'hui. Très lentes, on parle de 100 secondes pour écrire un bit. Donc si on un bit unique. Donc si on parallélise ça sur un composant électronique à 1 million d'électrodes, eh bien ça reviendrait à faire du 10 kilobits par seconde. Nous, on essaye aujourd'hui, en tout cas dans le PEPR Molecular Archive, d'accélérer d'un facteur 100. Et puis, c'est globalement une tendance au niveau international, c'est accélérer les chimies de synthèse de façon à passer à 1 seconde par bit unique, ce qui veut dire qu'en parallélisation, on serait à 1 mégabit par seconde. Et donc, 1 mégabit par seconde, on commence à devenir intéressant. Cela dit, il faut encore accélérer d'un facteur 100 pour arriver à des vitesses d'écriture de l'ordre de la centaine de mégabits par seconde. Et là, ça nous permettra d'être concurrentiel, en tout cas, ou compétitif par rapport, voilà, je ne sais pas le mot, compétitif par rapport au disque dur. Alors, quand on parle d'ADN, en fait, on parle d'ADN synthétique. Alors, évidemment, ça reste la même molécule d'ADN hein, que celui qui porte la vie. Hein. Donc, c'est une constitution de 3 monomères, donc adénine, thymine, cytosine et guanine, donc AT, C et G, donc qui sont les 4 molécules de base. Et donc, en fait, dans les chimies de synthèse, on fait un assemblage en fait, de ces 4 molécules pour constituer un brin d'ADN, ce qu'on va appeler un oligonucléotide, qui va être un assemblage donc, de monomères, donc AT, C et G. Alors, ça ne porte pas la vie, c'est-à-dire que l'ADN qu'on crée code simplement de l'information binaire, mais pas d'ARN, il n'y a pas de mots codants en fait, qui vont pouvoir créer des gènes. Donc ça, c'est un point important qu'il faut avoir à l'esprit. Alors, quand on parle de cas d'usage d'ADN, on pense tout de suite à de l'archivage pour qu'on appelle paléontological, c'est au-delà de 1000 ans, donc c'est des archivages qui sont pour les générations futures, donc vraiment stocker de l'ADN, de l'information pour le futur, mais il y a des applications intermédiaires, notamment dans le futur proche, ici, donc on est à 10-20 ans, ou le futur intermédiaire, donc à 20-100 ans. 10-20 ans, c'est de la donnée froide, de la donnée qui est qu'on est obligé de conserver, mais essentiellement des documents, type documents légaux, par exemple, un document légal, un acte notarié, un document bancaire. Donc, ce sont des documents, ou même des documents médicaux, en fait, qui légalement doivent être conservés souvent pendant 20 ans, voire plus. Et donc, une fois qu'ils sont stockés, archivés, on n'a pas forcément accès. Et donc, comme on n'a pas forcément accès, eh bien, on va le laisser en fait comme ça va devenir une donnée froide. Enfin, c'est même dès le départ une donnée froide. Et donc, il va falloir conserver à faible coût pendant cette durée. Donc ça, c'est une première application, vraiment une première application de l'ADN, hein, c'est stocker ces données froides ou stocker des données qui deviendront froides, c'est-à-dire des données qui au départ ne sont pas froides, des emails, des images, et des photos, et à un moment donné, ces données, on ne les utilise plus, on ne les a pas forcément effacées, mais dans certains cas, on est obligé de les conserver, et ça devient de la donnée froide. Donc c'est de la donnée qui était chaude, tiède, et qui devient froide. Donc ces données-là aussi, elles sont conservées dans les data centers en général. Il y a des data centers spécifiques pour des données froides de ce type, hein, type Amazon Glacier, et les données sont préservées. Et alors évidemment, le temps d'accès est relativement plus long pour accéder à ces données. Hein, ce n'est pas de la donnée qu'on va accéder dans la milliseconde, mais toujours est-il qu'on peut y avoir accès et qu'elle est conservée. Donc après, on a le futur moyen, donc 20-100 ans. Donc c'est aussi, je dirais, un peu de la donnée plus froide. Et après, quand on parle de 100 000 ans, voire plus de 1000 ans, on est plutôt sur des données d'archivage, données culturelles, ou des données en fait, que l'on veut en fait, laisser pour le futur. Alors évidemment, dans ces applications au-delà de 1000 ans ou 100 000 ans, quelle que soit l'application, je vais dire ici, il y a des problématiques de standardisation qui doivent être étudiées, et on ne va pas stocker de la même manière une donnée à 10-20 ans qu'une donnée à 100 ans ou une donnée à 1000 ans.
Et notamment, quand on stockera des données pour 1000 ans, il faudra bien montrer, par exemple, ici, un problème important, c'est de montrer ici que cette donnée n'est pas, c'est pas la donnée du vivant. C'est-à-dire que l'ADN qui est stocké, ça ne code pas pour du vivant, mais ça code pour de l'information numérique. Et ça, c'est important voilà, d'avoir je dirais, des méta-informations qui peuvent être lues pour que la connaissance dans 1000 ans permettra de lire pour savoir ce qui a été stocké et comment arriver à lire ce qui a été stocké. Donc ça aussi, c'est un problème en soi qui est étudié. Donc comment permettre aux générations futures, avec leurs connaissances, d'avoir la possibilité de relire ce qui a été écrit sur les molécules. Et donc, en fait, alors, un point important, je dirais, de l'ADN, c'est justement le fait que c'est une formule qui existe depuis 4 milliards d'années. Et donc, tant qu'il y aura de la vie sur Terre, a priori, eh bien, on arrivera à relire de l'ADN. Contrairement à ce qui se passe avec les anciens supports, donc que ce soit les VHS, les DVD ou bientôt peut-être les LTO. Aujourd'hui, vous avez peut-être des vieilles cassettes VHS, vous n'avez peut-être pas le support pour les relire, mais si vous avez le support pour les relire, vous n'êtes peut-être même pas capable avec le support de les relire parce que il marche pas ou bien parce que votre cassette s'est dégradée. Donc il y a tous ces problèmes-là en fait qui disparaissent en fait avec l'ADN, dans la mesure où on sera capable de séquencer de l'ADN dans 100 ans, dans 1000 ans. Évidemment, si on ne sait plus le faire, on ne fera plus le faire. Mais a priori, si la vie existe et que l'humain est suffisamment évolué, on arrivera toujours à relire de l'ADN. Donc ça, c'est un point important. Évidemment, comme je le disais tout à l'heure, on pourra relire la molécule, reconstituer les brins ADN à TCG, et il faudra, à partir de ces brins à TCG, arriver à retrouver l'information binaire. Et donc, l'information binaire, ça veut dire arriver à trouver des transcodeurs ou les façons de convertir le quaternaire en binaire. Donc, c'est toute la partie informatique, en fait, qu'il faudra préserver ou permettre, en fait, aux générations futures de les retrouver. Alors, comment on fait pour stocker de l'information numérique sur l'ADN? Donc, ça, c'est un workflow un peu générique. C'est un peu classique, je dirais, en traitement du signal et des images, en théorie de l'information, hein. Donc, alors je prends des exemples sur des images, c'est ma spécialité. Donc, on a une image, on veut la coder, donc on va utiliser ce qu'on appelle un encodeur. Donc, c'est un peu, partie un peu bleu-violet en fait sur l'écran, hein. Donc, la partie encodeur. Et classiquement, quand j'ai encodé ma donnée, je suis capable de la décoder parce que j'ai un décodeur et de retrouver mon image telle que je l'ai encodée. Alors évidemment, on va faire de la compression, donc on va dégrader au niveau de la compression la qualité de l'image qui a été donc codée, décodée. Mais au-delà de ça, donc le codeur-décodeur, c'est en fait retrouver, donc transformer l'information, l'image d'entrée en un format binaire, et à partir du format binaire, c'est retrouver l'image après décodage. Alors, de façon classique, quand on fait du codage-décodage, on a un canal de transmission ici ou un canal de stockage. Alors, si on prend un canal de transmission, exemple le canal radio mobile, quand vous téléphonez avec votre téléphone portable, le son ou les images que vous envoyez ou la vidéo que vous envoyez traverse un canal radio mobile qui est en général bruité. C'est-à-dire que si je ne suis pas capable de rendre robuste le signal que je transmets sur mon canal radio mobile, eh bien, la personne avec qui je communique au téléphone ne recevra pas mon message parce qu'il y aura tellement de bruit que tout mon message va être effacé, il n'arriverait pas à décoder. Et donc, l'idée, en général, quand on fait de la communication radio mobile, c'est de robustifier, de rendre robuste le signal qu'on transmet en insérant des codes correcteurs d'erreur qui vont permettre, moyennant un modèle du canal sur lequel je transmets l'information, donc qui vont permettre moyennant des mécanismes de correction d'erreur qui sont indiqués ici, de décoder l'image ou la vidéo ou le son et de vous permettre de communiquer avec la personne avec laquelle vous êtes en train de communiquer. Et donc ça, quand on parle de stockage sur ADN, eh bien, on va avoir la même problématique, sauf que le canal au milieu ici, ce n'est pas un canal de transmission, mais c'est un canal de biochimique qui va, d'écriture-lecture et de stockage, hein. Donc, il va d'une part faire la synthèse des molécules ADN que l'on aura ici générées au niveau de l'encodeur, ensuite les stocker, alors peut-être sous la forme des capsules que j'ai présentées, et puis ensuite, ces capsules-là, une fois ouvertes, quand on veut relire les molécules, on va faire du séquençage. Et donc, le séquençage, en fait, ici, on le fait. Alors, j'ai apporté un petit séquenceur ici. Donc, c'est un Minion d'Oxford Nanopore. Donc, ce sont des systèmes que l'on connecte sur l'ordinateur.
on met il y a un petit orifice là, on met on va dire un microlitre d'ADN, et puis le système va pouvoir relire en fait les molécules, et en transmettant le signal à l'ordinateur avec des algorithmes de base calling, c'est-à-dire qui, à partir d'un signal électrique, arrivent à convertir enfin, à partir d'un signal électrique, arrive à convertir en fait sous forme de 4 bases ATCG, en fait, la molécule, enfin, retrouver la molécule qui est passée à travers ce système. Donc, il y aura une petite vidéo qui va présenter un peu le fonctionnement de ça. Donc, ça, c'est ce type de système. Donc, ça, c'est qu'on appelle un séquenceur de 3e génération, sur lesquels nous, on travaille aujourd'hui. Donc, ça va permettre ici de relire, en fait, l'information qui a été stockée. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que tout ce processus-là, il est bruité. Essentiellement, aujourd'hui, le séquençage, puisque à partir ici, ce qu'il faut voir, c'est que c'est assez mélange de la biologie et de l'informatique. Donc, à partir d'un signal qui passe à travers des ports biologiques, on extrait un signal électrique qui va être converti sur les 4 bases TCG. Donc, tout ce mécanisme-là est bruité. Et le bruit qu'on génère aujourd'hui est essentiellement généré au niveau de la lecture, enfin de la lecture. Les synthèses sont très propres parce qu'en général, elles sont faites aujourd'hui pour des biologistes. Donc, les boîtes qui font ça, les compagnies qui font ça, ils les font proprement, génèrent des brins qui sont courts de façon à ne pas générer beaucoup de bruit. Toujours est-il que lorsqu'on va passer à une accélération de la synthèse et que l'on va essayer d'aller plus vite, d'écrire plus vite, eh bien, on va forcément dégrader la synthèse et on va injecter aussi du bruit au niveau de l'écriture, en plus du bruit qu'on a au niveau de la lecture. Et donc, on aura des bruits qui vont apparaître ici. Et le stockage, bon, si tout se passe bien dans ces capsules-là, température ambiante pendant la demi-vie d'une capsule comme ça, de l'ADN, c'est 500 000 ans. Donc, ça a été théoriquement estimé avec des vieillissements accélérés. Donc, si tout se passe bien, je récupère mon information. S'il y a eu des dégradations, des variations de température ou autres qui ont fait qu'il y a une dégradation, je me retrouverai aussi avec des dégradations au niveau du stockage. Donc, globalement, tout ce modèle-là, toute cette procédure-là est sujet à bruit. Et il va falloir appliquer des mécanismes, d'une part, de robustification ici du code avant stockage, et ensuite à des mécanismes ici de correction d'erreurs, alors qui sont à la fois des mécanismes de correction d'erreurs pour le séquençage, donc ce qu'on appelle du calcul de consensus, et des corrections d'erreurs au niveau du décodeur avec des codes correcteurs d'erreurs qui vont ensuite corriger l'erreur résiduelle en fait, donc après séquençage. Donc, dans la problématique que nous on se pose aujourd'hui, en tout cas dans mon équipe, donc ici nous on n'est pas spécialiste de la chimie, on est plutôt ce qui se passe au niveau de la théorie de l'information. Donc on développe des solutions en fait de codage-décodage robustes au bruit, des traitements ici après séquençage pour améliorer le résultat du séquençage, et on se base sur des modèles que l'on établit à partir des mesures réelles de wet lab et d'informations qui nous sont données par les chimistes et les biologistes qui font la synthèse ou qui font le séquençage. Alors, juste pour aller plus loin un peu dans l'écriture et la lecture, ici, j'ai présenté juste une façon de faire, c'est une petite vidéo donc, qui est vidéo publicitaire de DNAscript, qui est une start-up française qui fabrique des imprimantes ADN. Donc, une imprimante ADN, ça ressemble à ça. Donc, c'est à peu près la taille de cette table et haut comme ça. Et puis, on met 4 encres, c'est une imprimante, on met des encres dedans, 4 encres ATCG, et puis le système fonctionne et on me demande d'imprimer des brins d'ADN. Donc ici, c'est un petit exemple de comment ça fonctionne. Synthesis is a resin-based solid support with initiator DNA or iDNA attached. MyDNA is prepared with a specific cut site to facilitate oligo release after synthesis. A proprietary and highly engineered multi-oxynucleotidetransferase, or TET, incorporates the sequences first nucleotide in the iDNA. These unique nucleotides now reverse the terminator to ensure single base addition per cycle. And a sitting reagent is then to reverse the nucleotide terminator. And after the washing, the oligo is ready for the next nucleotide addition. This cycle repeats until the oligo sequence is built to the desired length. The foundation. Oops. The foundation. This cycle. En fait, j'arrive pas à faire pause. J'arrive pas à faire pause, pas grave. Je vais le laisser terminer. The found. Laisser terminer.
aviation oligos could automatically feed from the non-DNA virus. And purify, quantify, and ready for use. En fait, ici, c'est une synthèse oligo par oligo, c'est-à-dire que on ajoute une base après base, et pour éviter, alors comme c'est des réactions chimiques, alors ici c'est enzymatique en fait. Si je mets une base, enfin en fait j'ai une amorce et j'ai un milieu dans lequel j'ai mon réactif et mon encre que je rentre. Donc si c'est un A que je vais ajouter, donc je vais rajouter une encre de A. Et donc mon réactif va être tel que si je mets un A, en fait, enfin une encre de A, il va m'ajouter que des A, il va pas s'arrêter, il va m'ajouter plein de A. Pour éviter que ce phénomène se produise, on met des bases bloquées. C'est le petit, il y avait une base et un nucléotide et un petit point rouge en fait. En fait, la base est bloquée, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est rajoutée, elle est bloquée, donc on ne peut pas rajouter d'autres bases. Donc la réaction s'arrête, on nettoie tout le système et on débloque la base pour rajouter la nouvelle encre, et ensuite, si c'est un T, comme c'est débloqué, rajouter un T bloqué, etc. Donc tout ce mécanisme est relativement lent, comme vous doutez bien, et ce qui fait qu'on va rajouter base par base, mais on va construire des oligos qui sont jusqu'à ici 60, alors je crois qu'ils peuvent aller jusqu'à 120 aujourd'hui, donc qui sont des oligos qui sont relativement courts par rapport, quand on va faire du stockage sur ADN, mais c'est aujourd'hui une imprimante de l'état de l'art dans le domaine. Alors, ensuite, ici, c'est le fonctionnement d'un nanopore, donc de ce type de circuit. Donc, je vais laisser tourner, après je vais... In oxide nanopore systems, the nanopore is inserted into the electrically resistant liquid created from synthetic convents. A potential is acquired with the membrane, resulting in a current flowing only to the outer shell of the nanopore. Single molecules that enter the nanopore cause characteristic disruptions in the air, as do large target molecules, for example, the protein molecule, which may pass in the opening of the nanopore rather than passing through it. By measuring that disruption, the molecule can be identified. For DNA sequencing, Oxford Nanopore uses a Straton sequencing method, in which each linked DNA strands are processed by the nanopores and analyzed in real time. The nanopore sequences whatever fragments are presented to it, regardless of their length, rather than generating reads of a specific length. This is different from traditional cyclical sequencing chemistries that deliver a certain to the end of a fixed runtime, with fragments of a set length. Donc en fait, dans ce système-là, ce sont des pores en fait biologiques, et les brins d'ADN en fait passent à l'intérieur de ces pores biologiques, et ils passent parce qu'il y a un fluidion en fait qui fait que le brin va donc circuler à l'intérieur du pore. Et ce fluidion, il existe parce qu'il y a une différence de potentiel entre les membranes sur lesquelles le pore est mis. Et donc en fait, quand une molécule passe à travers le pore, chaque monomère ATCG, ces molécules-là ont des tailles différentes, et donc ça fait varier le fluidion à l'intérieur du pore. Et la variation du fluidion fait varier la charge et le courant électrique en sortie, qui est mesuré en sortie du pore. Et donc il y avait une fluctuation ici on a vu ici vous voyez un courant électrique ici qui sort. Donc ça, c'est lié à quelle molécule passe à l'intérieur du pore. Et à partir de ce courant électrique, avec des algorithmes de base calling, on est capable, en déconvoluant, de remonter sur les cas de base ATCG, moyennant une erreur, puisqu'il y a une imprécision de mesure, puisqu'on arrive à mesurer, c'est à peu près 4 ou 5 mères, c'est-à-dire 4 ou 5 bases en même temps. Et à partir de là, donc on a un signal électrique qui représente 4 ou 5 bases, et on essaye ensuite, par déconvolution, de remonter sur le signal. Donc, voilà, de façon générale, comment fonctionne ce système-là? Alors, ils ont été optimisés pour le séquençage du génome. Nous, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est de les adapter au séquençage de données, quaternaires, donc ATCG, qui sont des codes associés à des codes binaires. Donc, en fait, les mots de code qu'on utilise dans ATCG ne sont pas quelconques, mais sont connus en amont parce qu'on sait qu'on a codé du binaire en quaternaire. Donc ça, ce sont des a priori qu'on essaie d'injecter en fait dans les systèmes de relecture, et qui vont permettre de robustifier en fait
le décodage, enfin la relecture. Alors, quel type de bruit on doit considérer? Typiquement 3 bruits. Des bruits de substitution, donc, pour lesquels on a des bases qui sont remplacées par d'autres bases. Donc ici, TA est remplacé par GTG, par exemple. Donc là, l'oligo en soi ne change pas de taille, mais il y a il y a des changements de lettres. Ou alors, ce qu'on appelle des index, avec des insertions et des délétions. Donc, les insertions, c'est-à-dire des lettres qui sont insérées, des molécules qui sont insérées, enfin au niveau de la lecture, en tout cas, des lettres qui se sont insérées, ou des lettres qui ont été supprimées au niveau de la lecture. Donc, on a des variations de longueur d'oligo avec à l'intérieur, voilà, alors, on peut pas, c'est pas des substitutions, donc c'est assez difficile. Il faut arriver à repérer que c'était une insertion ou une délétion. Et donc, voilà, on travaille pour faire ça, on travaille sur des distances d'édition, en fait, distances de Levenshtein, qui permettent de prendre en compte ce type d'erreur. Alors, globalement, quand on va faire du codage de données sur ADN, eh bien, on va donc devoir respecter certaines restrictions de codage. La première est au niveau de la synthèse. Aujourd'hui, si on fait des brins, des oligos qui sont de longueur supérieure à 300 nucléotides, eh bien, on va générer un bruit au niveau de la synthèse. Et ce bruit va croître exponentiellement plus je vais augmenter la longueur de l'oligo. Donc, si on ne veut pas de bruit au niveau de la synthèse, on se limite à 300 nucléotides aujourd'hui. Comme je disais tout à l'heure, à partir du moment où on va accélérer la synthèse, on va quand même rajouter du bruit au niveau de la synthèse, et donc on devra faire face à ce bruit. Et aujourd'hui, quand on commande des oligos à des compagnies qui sont spécialistes pour ça, mais qui le font pour des biologistes, en général, voilà, le max qu'ils produisent, c'est 300 nucléotides. Et quand on veut réduire le bruit de séquençage, eh bien, il faut prendre en compte ces 3 conditions. Éviter d'avoir des homopolymères, donc de créer des codes qui sont une suite par exemple de A ou de T, donc du type AAA ou TTTT, donc éviter ce genre de phénomène. Avoir un pourcentage de GC qui est inférieur au pourcentage de AT, donc des molécules GC ont des fortes énergies de connexion. Donc si on veut éviter ce qu'on appelle l'auto-binding ou des hairpins, c'est-à-dire des épingles à cheveux, en fait, le fait que les oligos vont se binder sur eux-mêmes, eh bien, il faut avoir une énergie faible et donc ici limiter le nombre de GC en fait dans l'oligo. Et on peut aussi éviter les répétitions de pattern du type ATC, 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 puisque ici, le séquenceur ne doit pas aimer. Donc ça veut dire que lors de la création du code quaternaire, à partir du code binaire, je dois éviter où je dois prendre en compte ces contraintes, à ne pas générer ça, sinon je sais que mon séquenceur va faire trop de bruit. Alors d'un point de vue état de l'art, mais je pense que l'idée de stockage sur ADN est assez ancienne, puisque ça date de Feynman, donc fin des années 50. Donc il avait émis déjà l'hypothèse de pouvoir stocker de l'information sur des molécules d'ADN. Et la première tentative, en fait, a été réalisée, concrètement, a été réalisée en 2012 par Church. Il a stocké, George Church a stocké en fait alors, je pense qu'à l'époque c'était une vidéo, quelques images en tout cas, et peut-être aussi des données de livres sur des molécules d'ADN. Donc c'était vraiment la première tentative, et il avait mis en avant justement ces contraintes en fait biologiques qui doivent être respectées. Et la deuxième tentative, donc c'était en 2012. En 2013, c'est Goldman, donc avec l'algorithme de Goldman, donc, qui a été un premier algorithme contraint qui a pris en compte les contraintes établies lors de cette expérience-là et qui sont relatives aux contraintes que j'ai un peu énumérées, donc notamment la prise en charge des homopolymères. Et puis ensuite, il y a eu pas mal de travaux, donc jusque dans les années 2017, où ce sont des travaux qui sont beaucoup plus sur des systèmes de correction d'erreurs, qui permettent de construire des codes quaternaires, correcteurs d'erreurs. Alors, le principe de ce qui a été mis en œuvre jusqu'à aujourd'hui et qui reste de l'état de l'art, et ce que les gens continuent à faire aujourd'hui, c'est, eh bien, on prend le schéma classique, c'est on a une donnée, on l'encode. Donc ici, c'est une donnée image que j'ai encodée avec un JPEG, et j'ai une donnée binaire. Donc la source, je dirais, pour une personne qui veut stocker de la donnée sur ADN, la source, ce n'est pas l'image, mais ça va être le train binaire ici qui représente l'image.
Et donc, la plupart des gens, jusqu'en 2017, faisaient ce qu'on appelait du transcodage. Et encore aujourd'hui, c'est le cas, c'est l'état de l'art, c'est la façon de faire, la vision, je dirais, du codage canal. C'est on prend un train binaire source, et puis on le transcode, on le robustifie pour le canal. Donc ici, on fait ici, si on veut transcoder en quaternaire, on utilise un codeur quaternaire, transcodeur quaternaire pour générer la séquence sur les 4 bases ATCG. Alors ici, j'ai donné un exemple cas d'école, surtout qu'il ne faut pas faire. C'est A égale 0, 0, C égale 0,1, G égale 0, T égale 1. Si on fait ça, on sait qu'on ne va pas respecter les contraintes et que donc mon train binaire après conversion, en fait, quaternaire, enfin mon train quaternaire, pardon, après conversion du train binaire ne respectera pas les contraintes et sera difficilement décodable. Donc ici, il faut adapter le dictionnaire, je dirais, en fonction des contraintes. Et globalement, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai un train binaire et je le convertis en quaternaire. C'est ce qu'on appelle du transcodage. Et donc la plupart de ces algorithmes-là, enfin tous ces algorithmes-là fonctionnent en mode transcodage. Alors après, et notamment c'est un peu ce que nous on fait en laboratoire I3S dans l'équipe, c'est plutôt, alors on peut faire du transcodage, mais on s'intéresse aussi à des systèmes directement de codage qui permettent de coder, non plus à partir du binaire, passer binaire en quaternaire, mais coder directement les valeurs quantifiées au niveau du compresseur en quaternaire. Et notamment, donc on a réalisé pas mal de travaux dans ce sens. Donc depuis les premières publications en 2019, donc on travaille sur le sujet depuis 2017, si je ne me trompe pas, 2016-2017. Donc on a essentiellement, nous, développé ce qu'on appelle des systèmes de codage source-canal conjoint, pour lesquels on n'est pas obligé de passer par le binaire pour convertir en quaternaire, mais on code directement en quaternaire. Mais on peut aussi switcher du binaire au quaternaire en fonction des besoins. Et en parallèle, donc au niveau mondial, donc il y a d'autres travaux effectivement qui ont été réalisés, notamment par des équipes aux États-Unis, des équipes en Suisse, donc sur ces aspects de codage. Alors essentiellement, nous on est orienté image, donc c'est ici essentiellement des travaux orientés image. En fait, dans l'état de l'art, on a les équipes qui travaillent sur du transcodage à partir du binaire et qui transcodent en quaternaire. Donc le binaire, ça provient de n'importe quoi, ça peut être des fichiers, du son, des images. Et ce que d'autres équipes, essentiellement nous, enfin ce qu'on fait nous, et quelques équipes encore dans le monde, où on s'intéresse aux fichiers images et vidéos, et on code en connaissance de cause connaissance de la source. C'est-à-dire qu'une source, ce n'est pas un fichier binaire, mais c'est une image ou une vidéo et donc ça a une information particulière. Et donc, on parlait de tout ça. Donc, il y a un groupe de standardisation donc, que je chair qui s'appelle JPEG DNA, qui a été créé en 2020 et qui va vers une standardisation, enfin un standard de codage d'image, en tout cas un premier standard de codage d'image à l'horizon 2025. Donc, standard de codage d'image pour stocker des images sur de l'ADN synthétique. Alors l'idée de ce qu'on a développé, donc je dirais voilà un peu contrairement à l'état de l'art, c'est de dire ok donc je ne veux pas générer mon binaire et je code directement en quaternaire ce qui sort ce qui est dans mon codeur au sein de mon codeur JPEG. Et donc je présenterai juste après une façon de faire. Toujours est-il qu'avec ce type d'approche, on peut switcher en fait du quaternaire au binaire, c'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai codé directement en quaternaire que je ne peux pas remplacer mon codage quaternaire par un codage binaire et vice-versa. Et ça, c'est très important parce que, en tout cas, tant qu'il y aura le binaire qui va exister, si un jour on passe vers le quaternaire, évidemment, il y aura coexistence et que de toute manière, une fois qu'on a décodé un fichier quaternaire que l'on veut afficher, que l'on veut transmettre, stocker sur des disques classiques, eh bien, il faut le reconvertir en binaire. Donc, des systèmes hybrides, en fait, qui permettent de passer du quaternaire au binaire, c'est en fait la solution, je dirais, la solution qu'il faut, en tout cas, mettre en avant, et celle que nous, on met en avant. Donc, quels sont les challenges, en fait, dans ça? Bien, évidemment, c'est la prise en compte du bruit, et donc, il y a des contraintes. Donc, pour cela, on travaille sur des modèles de bruit, c'est-à-dire arriver à modéliser le bruit généré par la chaîne biochimique en écriture-lecture, et donc designer des systèmes de code correcteur d'erreurs quaternaire et générer du codage robuste. Alors, le décodage robuste, en fait, il est fait à la fois par des codes correcteurs d'erreurs, mais aussi par le fait que lorsque j'utilise un séquenceur de ce type-là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que
quand j'ai stocké de la donnée ADN, enfin de la donnée numérique ou de la donnée en général, enfin dans de l'ADN, la synthèse est très redondante. C'est-à-dire qu'ici, j'ai des milliards de brins d'ADN et des millions qui codent pour la même information, parce que c'est très redondant. Et ensuite, quand je vais prendre un millilitre de cette soupe de brins, on va dire, hein, donc je vais récupérer quelques milliards de brins qui vont passer dans le nanopore. Et en fait, en sortie de nanopore, pour chaque brin, pour chaque référence, comme il existe, il est redondant, il apparaît plusieurs fois, je vais avoir, à chaque fois que je lis un brin, je vais avoir ce qu'on appelle un reads, une lecture d'un brin de référence. Et comme j'ai des millions et des millions de brins qui sont identiques, je vais avoir pour un brin de référence plusieurs millions, voire milliers, voire millions de reads, c'est-à-dire de lectures en fait en sortie du nanopore. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que chaque reads est bruité, c'est-à-dire que le nanopore me donne un bruit sur chaque lecture. Et donc, grâce à justement ce qu'on appelle des systèmes de clustering et de consensus, on arrive aussi à robustifier le décodage par la redondance qui est propre au système. C'est-à-dire que comme je vais avoir de l'information qui est très redondante et qui a été lue plusieurs fois, je vais pouvoir décoder et avoir quelque chose de robuste au niveau des décodages parce que je suis très redondant. Donc, on a un mélange en fait de mécanismes ici qui sont liés à la redondance de l'information et à la lecture du nanopore et à des systèmes de correction d'erreurs en fait. Et aussi, on essaie d'arriver vers un trade-off, hein, c'est-à-dire ici, combien de lectures il me faut pour un code correcteur d'erreurs donné pour arriver à décoder sans bruit. Alors, on travaille aussi sur des polymères non ADN, ce qu'on appelle des polymères non ADN, donc qui sont par exemple des plastiques ou des polyuréthanes, sur lesquels on peut coder à plus de 2 bits par base. Hein, quand on parle d'ADN, on a 4 bases, donc 2 bits, au lieu de 2 bits, on va aller sur 4 bases, donc on a 2 vers 4, ou 2 bits par base. Quand on parle de polymères non ADN, on peut aller au-delà de 2 bits, on peut avoir 3 bits, 4 bits, 8 bits, 16 bits par base. Et donc là, on a des pouvoirs de compression qui sont beaucoup plus forts. Donc ça, j'ai des équipes en fait au niveau de Strasbourg qui sont spécialistes mondiaux de ça, qui travaillent sur ces aspects-là et alors c'est encore très prospectif hein, parce que les lectures en fait de ces données-là la relecture par nanopore est assez compliquée. On passe par des spectromètres de masse et c'est encore il y a encore pas mal de bruit qui est généré dans le système, mais je dirais que dans les années à venir, c'est une solution qui pourra être une alternative, en tout cas, au stockage sur des polymères ADN. Alors, une problématique aussi qui nous intéresse, hein, et qui est une problématique en soi du stockage sur ADN, c'est le management des masses de données. Et notamment, ici, si vous avez stocké un data center dans votre capsule, vous ne voulez pas séquencer tout le data center pour retrouver un fichier. Donc, vous êtes obligé, si possible, d'aller chercher de façon moléculaire les brins d'ADN qui codent votre fichier pour faire le séquençage que de ces brins d'ADN. Et donc là, c'est ce qu'on appelle l'accès aléatoire, le random access. Et donc, nous, on travaille sur des solutions un peu hybrides qui structurent la donnée, je le présenterai un petit peu après, mais qui structurent la donnée en fait de façon informatique et qui permettent derrière d'aller chercher de façon moléculaire l'information de façon à pouvoir décoder ce qui est intéressant. Voilà. Et donc, un point aussi important, très important, c'est l'automatisation en fait, de tout ça. Aujourd'hui, on sait stocker des données, on sait les relire, mais ça reste avec des interventions humaines. On n'est pas sur des systèmes automatisés, donc on va vers ce genre de système d'automatisation. Donc ici, rapidement, donc, pour voir l'activité qu'on a, nous, au laboratoire, évidemment, on travaille sur les aspects compression donc, et la conception de systèmes de compression en fait, pour le stockage sur ADN, et spécialement sur les images. On participe à la standardisation JPEG. Le codage, évidemment, on va travailler sur tout ce qui est code robuste, quaternaire, NR, pour le codage et décodage robuste. Alors, on s'est intéressé, je pense qu'il faut qu'on continue à s'intéresser à tout ce qui est réseau de neurones, en fait, pour nettoyer la donnée et pour aussi globalement avoir des solutions de codage-décodage. Et je vais présenter rapidement aussi un système basé sur des auto-encodeurs pour faire de la compression. Et un point important, donc, sur lequel aussi on travaille, c'est les aspects accès aléatoires, donc avec des solutions hybrides moléculaires et informatiques, et tous les aspects microfluidiques qui vont avec,
pour miniaturiser et faire de la fonctionnalisation en fait des molécules ADN qui sont stockées. Alors, dans ce qu'on a développé, on a développé historiquement un codeur JPEG, une modification du codeur JPEG classique que vous avez dans vos téléphones pour l'adapter donc au stockage sur ADN. Donc, on a proposé ça donc, comme un benchmark codec dans JPEG DNA. Et donc, essentiellement, on a remplacé tout ce qui est binaire par des systèmes de codage quaternaire, avec ici quelque chose que nous, on a développé et qu'on a breveté dans l'équipe. Donc, je vais passer rapidement les résultats, parce que bon, peut-être c'est pas trop dans... Voilà, c'est des résultats classiques, je dirais, en compression de données ou d'images, hein, avec un rapport C à l'abri qui mesure la qualité, et ici un coût, qui, dans notre cas, ici, un nombre de nucléotides par pixel, c'est-à-dire combien de nucléotides il me faut pour coder un pixel d'image. Évidemment, plus j'ai de nucléotides pour coder un pixel d'image, plus ça me coûte cher. Donc, quand je vais dans cette direction-là, ça me coûte cher, mais en même temps, la qualité augmente. C'est-à-dire que moins ça me coûte cher, plus la qualité est faible, et plus ça me coûte cher, plus la qualité est forte. Donc, vous avez ça dans votre téléphone portable, probablement. Quand vous prenez JPEG, vous avez une qualité faible, moyenne, grande. Si vous mettez une qualité grande, votre image est de très bonne qualité, mais elle va prendre beaucoup de place sur votre téléphone. Inversement, faible qualité, donc pas bonne qualité ou pas très bonne, mais un coût qui est relativement bas aussi. Donc, si on regarde ces trois courbes-là, on est en bleu, donc on a le JPEG, le JPEG DNA BC, et puis ensuite, je dirais la verte et la orange, ce sont ce qu'on appelle des transcodeurs, c'est-à-dire on prend du binaire, on le code directement en quaternaire. Donc, dans le cas bleu, on est passé sur un système où on a construit un système où on ne passe pas par le binaire et on code directement en quaternaire. Et dans le cas orange ou le cas vert, on a gardé le binaire et on transcode en quaternaire. Donc, l'avantage du cas bleu, alors au niveau des performances aujourd'hui, à l'époque, parce que je pense qu'aujourd'hui on est meilleur, mais c'est des résultats qui datent un petit peu. On n'est pas tellement meilleur que le transcodage, mais toujours est-il que quand on fait ce type d'approche-là, on est capable de contrôler de bout en bout le compromis coût-qualité. C'est-à-dire que quand je comprime mon image, je sais la qualité que je vais atteindre et quel est le coût quaternaire que je vais atteindre. Quand je fais du transcodage, vous avez un fichier binaire, vous transcodez en quaternaire, mais vous ne savez pas le coût que vous allez obtenir en quaternaire, puisqu'il dépend de votre fichier binaire. Et comme votre fichier binaire, vous ne pouvez pas le toucher parce que c'est votre fichier que vous avez stocké sur votre téléphone, par exemple, eh bien, vous payez le prix qu'il faut en quaternaire. Et puis c'est tout. Donc là, on peut contrôler, en fait, dans ces approches-là, on peut contrôler un peu l'ensemble du compromis, du système de codage. Une alternative sur laquelle on travaille actuellement, ce sont des réseaux de neurones implicites. Alors évidemment, JPEG, ça date, hein, c'est des anciens systèmes de codage basés sur la transformation en cosinus discrète. Là, on est plutôt sur des systèmes d'apprentissage, donc auto-encodeurs. Alors, auto-encodeur implicite, traditionnellement, dans les auto-encodeurs, vous avez un système, un réseau de neurones pour faire l'encodage et un réseau de neurones pour faire le décodage. Et au milieu, vous avez un espace latent. L'espace latent, c'est une représentation de votre signal d'entrée qui est obtenu en faisant l'apprentissage de votre réseau de neurones codeur-décodeur. Dans ce qu'on fait ici avec des réseaux de neurones implicites, on n'a pas d'encodeur, on a toujours un espace latent. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est à calculer, estimer l'espace latent, estimer les paramètres du modèle de synthèse en minimisant une fonctionnelle, mais adapté à une image. C'est-à-dire, on va dire ce qu'on est overfité sur une image. D'accord ? On est vraiment adapté sur l'image d'entrée qu'on veut coder. Donc, pour une image d'entrée, je vais avoir un espace latent optimisé et un modèle de synthèse, un réseau de neurones de synthèse optimisé. Et évidemment, pour pouvoir décoder, il faut que je transmette les paramètres de mon réseau de neurones et aussi les paramètres, mon espace latent. Et donc, en faisant ce genre d'approche, évidemment, on a des résultats qui sont relativement bien meilleurs que l'état de l'art. Alors, on peut être meilleur encore aujourd'hui, hein, parce que c'est encore des anciens résultats, mais on voit qu'on gagne quelques décibels, en fait. Donc, à coût égal, je dirais, ici, hein, si on prend 2 nucléotides par pixel, eh bien, on voit qu'en termes de qualité, on est pratiquement presque à 5 dB au-dessus, 5 décibels au-dessus de l'état de l'art. Donc, on est sur des systèmes qui sont beaucoup plus intéressants. Donc là, je ne vais pas présenter l'erreur. Alors évidemment, ça c'était plus la théorie, on est sur le papier, l'informatique, mais on fait aussi du wet lab. Le wet lab, c'est qu'on va réellement synthétiser les molécules en fait, et on va ensuite les séquencer et on va essayer de les décoder pour voir si ce qu'on a donc mis en œuvre fonctionne bien. Donc là, il y a un exemple qu'on avait fait sur ces perroquets. Donc on a, pour coder en fait une image comme ça,
on va générer normalement un train quaternaire qui fait plusieurs milliers d'oligos, pardon, plusieurs milliers de nucléotides de base ATCG. Mais le problème, c'est que quand on synthétise, on ne peut pas synthétiser des brins d'ADN qui font plusieurs milliers de bases, donc on est obligé de couper en morceaux. Et notamment ici, on va couper en morceaux de 200 bases, donc 200 nucléotides. Et donc pour coder cette image-là, on a généré 2500 brins d'ADN, 2571 brins d'ADN, chacun ayant une longueur de 200 nucléotides. Et donc on va avoir un format qui ressemble à ce genre de choses. Alors c'est un exemple, hein, une partie du formatage. Chaque ligne, ça correspond à un oligo. Alors, dans ce cas de figure, l'oligo, sur cet exemple-là, il ne fait pas 200 nucléotides, mais il en fait un petit peu moins. Mais dans ce qu'on avait fait comme expérience, on était à 200 nucléotides. Et là-dedans, vous voyez qu'il y a plusieurs types d'informations. Hein, donc, la donnée formatée avec ce qu'on appelle le payload, donc la donnée utile. Des informations ici, des méta-informations, donc des primers, et ou des offsets et identifiants. Et ensuite, des headers aussi, donc un header qui permet le header permet de décoder le payload. L'identifiant permet de dire, ce brin d'ADN-là, il correspond à tel fichier, telle image. Et l'offset, il dit, voilà, comme j'ai chunké, hein, j'ai coupé en morceaux mon train, l'offset, il va me dire, cet oligo-là, il va à telle position. Je reconstruis le puzzle. Et à partir, et donc ça, c'est voilà, ce qu'on retrouve ici. Donc, c'est le genre de fichier qu'on va transmettre pour la synthèse et on reçoit une petite capsule comme ça, dans laquelle on regarde au fond, on a un peu d'ADN, une petite tache blanche, donc qui est finalement l'ADN qui a été déshydraté, qu'on reçoit. Et donc, ensuite, on va s'amuser, on peut s'amuser à le relire. Donc, on va faire de l'amplification, ce qu'on appelle l'amplification PCR, hein, donc pour donc cloner, démultiplier en fait l'ADN qu'on a reçu, le passer dans les séquenceurs. Et puis ensuite, bien essayer de corriger. Ici, alors, les étapes, c'est clustering consensus, donc en sortie du séquenceur, comme je le disais, et décodage avec décodage robuste. Donc ici, il a juste fait un décodage où on avait du bruit. Donc ça, c'est un type de bruit qu'on peut avoir. On a perdu un oligo ou on a perdu quelques nucléotides. Et donc, on n'arrive plus à décoder une certaine partie de l'image. Alors ça, c'est un cas, un cas où ça ne marche pas, mais on sait corriger ça et on sait avancer. Et donc, rapidement, je ne sais plus combien de temps il me reste, mais je n'ai pas grand-chose, donc je vais aller vite. Ici, on travaille sur les aspects aussi structuration, donc, qui sont des structurations de bases de données, en fait, pour permettre en fait, de l'accès aléatoire. Et donc, on traduit cette structuration de base de données informatique en quelque chose qui est donc moléculaire. Et notamment ici, ce que je montre ici, c'est une encapsulation d'ADN dans des capsules au niveau de la microfluidique. Donc, chaque capsule, vous pouvez imaginer que c'est un dossier, hein, dans votre ordinateur, vous avez un dossier. Dans ce dossier, vous avez des sous-dossiers ou des fichiers. Dans une capsule, ici, ce qu'on a mis plein de brins d'ADN qui correspondent à plein de fichiers. Donc, ça correspond à un dossier. Alors, le circuit microfluidique, c'est ça. Donc, j'en ai un ici, là, si vous voulez le regarder après de plus près. Donc, ces circuits-là, en fait, il y a une entrée et une sortie. Et puis, l'entrée, en fait, ici, c'est un mélange alors dans ce cas de figure, d'agarose avec d'un sucre avec de l'ADN. Et donc, la sortie, ce sont les capsules, en fait, que l'on récupère. Ces capsules-là, on s'amuse à les fonctionnaliser de façon à pouvoir faire de l'adressage aléatoire. Et donc, on va avoir dans une soupe de capsules, en fait, des capsules qui seront avec des informations en surface qui sont différentes. Et selon le fichier que je veux, ou les fichiers que je veux récupérer, je vais adresser ces capsules de façon différente. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles on travaille actuellement. L'objectif, c'est à terme d'aller vers des systèmes de microfluidique à la fois au niveau de la lecture et de l'écriture. Donc écriture, ça permettra, puisqu'on travaille sur des molécules au nanomètre, comme on est en microfluidique, on utilise des microlitres de solutions de réactifs. Donc on est très peu polluant si on arrive à faire tout au niveau de la microfluidique. Et on peut automatiser. Donc, au niveau de la conclusion, donc rapidement, le stockage sur ADN, c'est un nouveau paradigme pour le stockage de données, évidemment, avec beaucoup d'avantages, des inconvénients aussi, et des verrous à lever pour qu'on puisse passer à l'échelle et que ce soit un jour vraiment opérationnel. Alors, c'est quelque chose sur laquelle on y croit. Ce n'est pas uniquement à I3S, hein, c'est globalement dans le monde, il y a pas mal d'équipes qui travaillent sur le sujet. Donc ici, l'idée, c'est d'aller vers de nouveaux systèmes de compression et de codage robuste pour justement arriver à
avoir une chaîne complètement viable, je dirais, au niveau lecture-écriture. Et moi, je pense que tout ça, ça passe aussi par le contrôle coût-qualité, hein. Quelle est la qualité de la donnée qu'on veut restituer et à quel prix? Ce qui est intéressant, c'est que nous, on travaille sur des solutions qui peuvent s'appliquer à n'importe quel type de données, c'est-à-dire à la fois binaires ou des données non binaires, des symboles. Et dans l'état de l'art, la plupart des travaux s'intéressent aux données binaires en input, comme source. Et voilà, la problématique, c'est d'aller vers, donc de résoudre ces problèmes biochimiques. Donc les principaux challenges, je dirais, c'est vraiment accélérer les vitesses d'écriture, hein, donc aller vers le mégabit par seconde, voire la centaine de mégabits par seconde. Décroître le coût. Aujourd'hui, on est à $1000, 1000 € par mégaoctet. Alors, on est beaucoup moins cher que le disque dur d'il y a 70 ans, qui était à $10 000 le mégaoctet, mais ça reste quand même cher, compte tenu qu'aujourd'hui, voilà, mais alors, ça, je pense que c'est un faux problème. C'est à partir du moment où il y aura des usages et que les synthèses se feront pour le stockage et non pas pour synthétiser des molécules pour les biologistes, je suis persuadé que les coûts vont baisser rapidement. Évidemment, arriver donc à optimiser ces séquenceurs de troisième génération pour faire du séquençage de térabase et pas de... Donc, c'est sur des quantités, donc passage à l'échelle, donc à l'hexaoctet. Le random access, qui est très important, parce qu'on est obligé d'avoir moléculairement un accès à la donnée, voilà, de façon à ne pas avoir tout à séquencer pour retrouver une information. Problème important sur lequel on s'intéresse aussi, c'est la sécurité de données et tout ce qui est la crypto au niveau de l'ADN, et effectivement adapter des solutions de codage et décodage. Donc pour terminer, 2-3 slides. Le premier, c'est sur le PEPR Molecule Archive, donc qui est une initiative française, donc financée par France 2030, donc qui est financée à 1 million d'euros sur 84 mois et qui regroupe une vingtaine de laboratoires français donc sur le domaine. Donc, alors le domaine, c'est vaste, hein, ça va de l'informatique à la chimie, en passant par tout ce qui est biochimie, bioinformatique, biologie, microfluidique, hein. Donc, on a toutes ces compétences en France, et on est peut-être un des rares pays dans le monde à les avoir en fait sur le même territoire. Donc, l'idée, c'est évidemment, c'est, nous, notre perspective, hein, ce qu'on a vendu dans Molecule Archive, c'est une accélération d'un facteur 100 des chimies de synthèse pour accélérer d'un facteur 100 les écritures, donc aller vers des écritures à 1 mégabit par seconde d'ici 3-5 ans. Et effectivement, notre objectif, c'est aussi d'aller vers un projet, vers un flagship européen, hein, c'est de ne pas s'arrêter là, mais d'aller plus loin et de pousser vers l'Europe et de regrouper en fait des compétences donc européennes sur le domaine, pour avoir une solution évidemment la plus souveraine possible, ou une partie de la solution la plus souveraine possible, pour faire front à ce qui se passe donc aux États-Unis dans ce domaine. Point important aussi, le JPEG DNA, la standardisation s'intéresse au stockage de données sur ADN, donc notamment ici le stockage d'images. Il y a l'alliance américaine, la DNA Data Storage Alliance, qui s'est associé à SNIA, qui est un organisme de standardisation aussi de standardisation, donc d'archivage de données, de stockage de données. Le JPEG DNA et le SNIA se travaillent en fait dans le même sens vers la standardisation de solutions pour le stockage de données sur ADN. Et voilà, et je vais remercier mon équipe. Donc, une partie de l'équipe est ici aujourd'hui. Alors, pas tout le monde, il y a des nouveaux dans l'équipe, mais ils n'avaient pas encore travaillé sur le sujet. Et donc, voilà. Donc, et notamment Pomeni et Eva, donc, qui aujourd'hui sont dans la start-up que j'ai cofondée avec Pomeni, donc Percode. Et donc, mes doctorants et un nouveau doctorant, donc lui, qui est spécialiste à la fois informatique, mais surtout de biologie moléculaire, et c'est grâce à lui qu'on arrive à faire des manipes de microfluidique et de séquençage. Et Roula et Serge qui sont là, et voilà, Serge qui travaille à fond sur le sujet, et Roula qui, j'espère, va s'appliquer grandement. Voilà, merci de votre attention. Merci. C'était